Été 1990. L'Occident baigne tout entier dans l'euphorie de la fin de la guerre froide. L'Allemagne prépare sa réunification officielle. Les États-Unis se préoccupent surtout d'aider Gorbatchev à redresser l'Union soviétique. Un climat d'optimisme, stimulé par 4 longues années de croissance forte depuis 1986, donne le sentiment que tous les obstacles à la démocratie sont en train de tomber les uns après les autres. C'est ce moment que choisit le président irakien Saddam Hussein pour envahir l'émirat voisin de Koweït en plein mois d'août et rappeler au monde entier que la violence peut demeurer encore pour longtemps un principe régulateur de nos sociétés. Le coup est rude, d'autant qu'on ne comprend toujours pas comment ce chef d'État arabe, qui pendant les 10 dernières années était devenu un partenaire constant des Occidentaux, un allié des États arabes pro-américains tels l'Égypte, pouvait se transformer du jour au lendemain en menace stratégique de première grandeur pour ses anciens partenaires. Comment donc expliquer ce retournement de situation qui laissait méduser ses alliés occidentaux? La première raison de ce comportement que l'on trouve en chemin, c'est bien sûr le long contentieux qui oppose depuis toujours l'Irak à Koweït. Dès les années 30, le roi d'Irak Faisal de la dynastie hachémite cherche déjà à rassembler sous son sceptre toutes les terres arabes et le petit émirat frontalier de Koweït, construction artificielle qui lui ferme quasiment l'accès au golfe Persique, est pour lui l'agrandissement le plus évident que le roi demandera à la puissance tutélaire britannique de l'autoriser à accomplir. En vain. En 1964, l'Angleterre accorde son indépendance à l'émirat et tout de suite, l'Irak révolutionnaire maintenant tente une annexion. Mais il suffira de l'apparition d'un porte-avions britannique au large pour calmer le jeu. Depuis lors, la situation s'était beaucoup apaisée. Petite Suisse du désert, Koweït avait pratiqué une politique de bonne volonté avec tous les États arabes petits et grands. Plus spécifiquement, Koweït n'avait cessé de subventionner Saddam Hussein dans sa guerre de 10 ans contre l'Iran islamiste. De tous les États de la péninsule arabique, Koweït était de loin le plus amical à l'égard de l'Irak baassiste. Mais l'inverse n'a jamais été vrai. Pour le peuple irakien, Koweït est demeuré une enclave de richesse tapageuse et égoïste qui devrait un jour lui revenir. Mais ce sentiment fort de l'opinion irakienne ne suffit évidemment pas à expliquer à soi seul, dans une dictature impitoyable, le pourquoi de cette invasion sans précédent. Pourquoi donc Saddam Hussein a-t-il envahi le Koweït? Première cause immédiate, le désir de Saddam de jouer les unificateurs du monde arabe à l'est de Suez. C'est déjà dans ce but que le président irakien avait agressé sans déclaration de guerre l'Iran fin 1980 pour lui ravir sa province arabophone et pétrolière du Khouzistan. Mais ce projet est immédiatement entravé par l'attitude de la Syrie, qui demeurera jusqu'au bout l'allié de l'Iran contre Bagdad et ne cessera d'aider matériellement tout opposant intérieur à Saddam Hussein. Or, après la fin de la guerre avec l'Iran en 1988, obtenue grâce à l'interposition de la flotte américaine dans le golfe Persique, Saddam Hussein, ruiné, rapetissé par les Iraniens et protégé par l'Occident, a beaucoup perdu de son prestige. Ce prestige, il pense le retrouver par un gigantesque coup d'audace qui le fera réapparaître comme le sauveur du monde arabe. Or, la haine vis-à-vis de ces Saoudiens, riches, intégristes et hypocrites de surcroît, au nid d'une large partie du monde arabe pauvre qui jalouse leur richesse et méprise leur prêche, est telle que toute personne qui s'attaque aux pays du Golfe, qui remet en cause les privilèges pétroliers où qu'ils soient, est tout de suite immensément populaire dans le monde arabe. Quel meilleur coup d'audace dans ces conditions que de régler par la même occasion un contentieux ancien sur lequel les Irakiens sont unanimes à le soutenir. Saddam, qui a toujours été maladivement inquiet, s'engage d'autant plus volontiers qu'en réalité, il redoute avant tout le nouveau basculement mondial. C'est ici l'autre grande raison de son attitude extrême. Jusqu'à la fin de la guerre froide, il avait su jouer très habilement en permanence de la rivalité des deux blocs, bénéficiant à la fois des aides soviétiques et des aides occidentales, en particulier françaises. Ce que Saddam, anticommuniste militant depuis sa jeunesse, déplore avec amertume en 1990, ce n'est certes pas la chute de l'Empire soviétique en tant que tel, c'est la perte d'un contrepoids, avec lequel il pensait pouvoir continuer à mettre en concurrence l'Est et l'Ouest. Il sent le moment où il n'aura plus aucun moyen de contourner la volonté des Occidentaux envers lesquels il a accumulé des dettes substantielles. Car malgré les financements discrets des États-Unis et de la Grande-Bretagne, malgré l'engagement constant de la France à ses côtés,
Malgré l'aide militaire directe de l'Égypte pendant 10 ans de guerre avec l'Iran, Saddam continue de haïr ses alliés démocratiques. Il interprète en paranoïaque classique les demandes de remboursement partiel de sa dette qui se multiplient après la signature de l'armistice avec Téhéran comme autant de manifestations de la traîtrise des Occidentaux qui voudraient empêcher l'Irak de conserver une puissante armée. Quand même Paris, excédé, se joint au concert des créanciers malheureux, la résolution du président irakien est prise, il renversera la table. Par la même occasion, en réalisant sur le dos de Koweït le casse du siècle, il pense provoquer un nouveau choc pétrolier et résoudre à court terme les problèmes effectivement aigus de financement du pays, rendu déjà exsangue par 10 ans de guerre et qui n'a plus les moyens de ses galopantes ambitions. Dans sa fuite en avant exaltée, Saddam s'imagine enfin que son geste spectaculaire pourrait faire émerger une grande puissance arabe indépendante une fois pour toutes. Il suffirait pour cela, par-delà Koweït, d'ébranler l'Arabie saoudite pour provoquer, comme dans un souffle, le ralliement de tous les autres, égyptiens, syriens, emportés par leurs opinions publiques et exaltés par la prochaine étape, la revanche contre Israël. Le 2 août 1990, le processus est engagé, l'armée irakienne envahit l'Émirat et le soumet en 48 heures, presque sans combat sérieux. Mais la réussite de ce plan stratégique grandiose dépend tout d'abord de la réaction des autres États arabes. Quelle est-elle? Les réactions ne sont pas celles escomptées. Les deux alliés pro-occidentaux de la veille, le roi Hussein de Jordanie et le général libanais Aoun, lui-même aux abois, font mine de le soutenir, mais attendent en réalité la fin de l'orage, qui sera d'ailleurs fatale au général Aoun. Plus sérieuse semble être la mobilisation de l'OLP. En soutenant ouvertement Saddam Hussein, Arafat se jette tête baissée dans l'aventure. Pour toute satisfaction, les Palestiniens pourront applaudir bruyamment au lancer de vieux scuds soviétiques sur le territoire israélien par Saddam, qui tentera par là, mais en vain, de faire croire au monde arabe que la bataille se dirige contre l'État hébreu. Au Maghreb, en revanche, l'opinion se passionne pour l'acte d'audace de Saddam. Mais le Maghreb est bien loin et ne peut laisser se dégrader trop nettement ses rapports avec l'Europe, la France notamment. Le Soudan islamiste et le Yémen révolutionnaire vont également soutenir verbalement l'Irak, mais ce sont là fort peu de choses face à la cohésion sans faille des trois grands du monde arabe, Égypte, Arabie Saoudite et Syrie, qui ensemble se mettent tout de suite d'accord pour monter la garde devant la frontière du Koweït et pour appeler l'oncle d'Amérique à la rescousse, quel qu'en soit le prix politique à payer face aux opinions arabes. Cette mésestimation des réactions arabes est la grande erreur stratégique de Saddam. Sans ces réactions, une bonne part des actions américaines à l'ONU comme sur le terrain se serait avérée difficile. Mais la seconde raison de l'échec réside aussi dans une sous-estimation complète du rapport de force militaire et de la volonté politique de l'Occident. Isolé dans le monde arabe, Saddam doit maintenant faire face à la réaction furibonde des Occidentaux. Quelles sont les réactions occidentales? Nous sommes alors en pleine surchauffe des économies industrielles et les prix du pétrole sont fort incertains. L'action irakienne aurait pu déclencher un troisième choc pétrolier au pire moment, celui de la réunification de l'Allemagne et de la formation d'une forte synergie avec l'Europe de l'Est. Pire, en instaurant la loi de la jungle, au moment où partout les frontières de la guerre froide se dissolvent, Saddam crée un exemple terriblement dangereux. Enfin, Saddam intervient en un moment historique où l'Union soviétique de Gorbatchev, qui vit ses derniers mois, ne peut se permettre de bloquer une initiative de l'Occident et la Chine, qui sort du massacre de Tiananmen, a surtout besoin de se faire oublier pour éviter de trop fortes sanctions économiques. Disposant ainsi pour la première fois depuis 1946 d'une majorité stable et calme au Conseil de sécurité de l'ONU, le président américain George Bush prendra tout son temps pour se faire voter une sorte de mandat de gestion internationale avec le plein appui des trois principaux États arabes. Il laissera par ailleurs François Mitterrand tenter de faire revenir le voleur de Bagdad à la raison. En vain. Saddam Hussein aurait pu créer de sérieux problèmes à la coalition en se retirant partiellement de Koweït. Mais il écarte cette possibilité d'un revers de main. Saddam, en effet, se leurre plus encore que tout sur l'état réel de son armée et de celle auquel il va devoir s'opposer. Cette sous-estimation la plus grave de toutes referme sur lui le piège de la guerre. Dernière opération de la guerre froide, Tempête du désert, Desert Storm, sera une fantastique démonstration de supériorité technologique. En l'absence de défense sérieuse et efficace,
les armées de l'air occidentales détruisent systématiquement toutes les communications, infrastructures et systèmes de commandement irakiens. Après 5 semaines de pilonnage méthodique, c'est l'assaut terrestre. La guerre se transforme alors en ce que le Premier ministre français Michel Rocard baptisera avec bonheur d'opération de police internationale. Elle est en ce sens aussi la première aventure militaire de l'après-guerre froide. Pourtant, si la victoire technologique est totale, la victoire stratégique, elle, échappe à la coalition anti-Saddam. Prisonnier de son alliance arabe, le président Bush doit en effet arrêter les opérations sitôt la libération du Koweït intervenue. De toute façon, la peur de l'Iran intégriste est trop forte pour que quiconque, américain, français, turc ou britannique, envisage de casser la garde républicaine irakienne, pilier militaire du régime. Saddam survivra politiquement et physiquement à l'effondrement de ses rêves insensés. Il aura entraîné toutefois 20 millions d'Irakiens dans le cataclysme économique et humain. Alors, guerre du Koweït, guerre inutile? Sans doute pas, puisque l'anarchie a pu être partiellement contenue. La fin de la crise de Koweït a amplement prouvé la folie de Saddam Hussein, l'ineptie de la phase ultime du nationalisme arabe qu'il incarne, l'efficacité de la nouvelle machine de guerre américaine. Elle n'a en revanche apporté aucun réconfort quant à l'aptitude des sociétés démocratiques à gérer dans la durée la violence parfois terrible que provoquent les mutations sans précédent que la fin de la guerre froide entraîne nécessairement avec elle.